Alors voilà, bon, je ne vais pas revenir sur Copernicus, c'est vraiment le programme d'observation de la Terre de la Commission européenne, donc là, il n'y a pas de problème. L'avantage de Copernicus, c'est qu'on a un accès gratuit et pour tout le monde à toutes les données, que ce soit les données spatiales ou les données des services, c'est-à-dire tous les produits des services sont en accès gratuit, donc ça, c'est très, très important. C'est un programme opérationnel, ça veut dire qu'on a une vision à long terme, ce n'est pas de la recherche. Tous les produits qui sont mis en service sont des produits opérationnels. Ce n'est pas de la recherche et dans 10 ans, ils seront toujours là. Effectivement, on vous dit les données sont gratuites, mais ce n'est pas une action philanthropique de la Commission européenne, puisque du côté de la Commission européenne, on espère un retour sur investissement par la création d'un développement économique, que ce soit en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, avoir une industrie spatiale et d'observation de la Terre qui soit très florissante, avec un secteur privé qui soit florissant et très important. Donc ça, c'est important. Donc ici, au centre, vous voyez les services Copernicus qui délivrent des données et ces données sont basées sur des données satellitaires principalement. Il y a des données de modélisation, il y a des données in situ, mais les données satellitaires, nous avons nos propres satellites qui sont les satellites Sentinelle, vous les connaissez, et puis nous achetons aussi des données à des opérateurs commerciaux qui sont on les appelle les missions contributrices. Et ça, c'est pour des besoins bien spécifiques, de très haute résolution, avec des bandes spectrales bien, bien particulières. Les données Sentinelle, vous les connaissez. Pour le service terrestre de Copernicus, celui dont je vais parler, les satellites importants, c'est Sentinelle-1, qui est un satellite radar à très haute résolution, de 4 à 40 mètres de résolution. Satellite radar, ça veut dire qu'il peut voir à travers les nuages. Important, c'est très important pour les zones tropicales. On a Sentinelle-2 qui est à 10 mètres de résolution, c'est l'équivalent de Landsat, avec une possibilité d'observation tous les 5 jours. Et puis on a Sentinelle-3 qui est moyenne résolution de 300 mètres à un peu plus d'1 kilomètre, avec une revisite, donc une observation inférieure à 2 jours sur les zones tropicales. Donc voilà les trois instruments principaux de Copernicus pour l'observation terrestre. Alors, toutes ces données sentinelles, c'est-à-dire les données brutes des satellites, précédemment, elles étaient disponibles sur le Copernicus Open Access Hub. Maintenant, elles sont disponibles sur le CDSI, c'est le Copernicus Data Space Ecosystem, et vous voyez l'adresse là. Je vous invite à pouvoir aller sur ce site-là, vous vous enregistrez, c'est gratuit, et vous pouvez downloader toutes les données et faire vos applications, développer vos applications sur ces données. Alors, on a parlé des 6 services. Moi, je vais vous parler du service terrestre, du service land. Dans le service land, on a une composante européenne et puis on a une composante globale. Et donc, je vais vous parler de la composante globale. Et dans la composante globale, nous avons une série d'activités ici, d'applications, qui sont la production de variables biophysiques, la production d'informations sur des zones spécifiques qu'on appelle des hotspots, et puis de la cartographie d'occupation du sol à l'échelle globale. Et donc ça, c'est les principaux produits. Le Ground Motion, on pourra y revenir plus tard, mais c'est spécifiquement développé sur l'Europe et ce n'est pas disponible actuellement à l'échelle globale. Alors voilà les variables biophysiques. C'est une illustration générale des variables biophysiques liées à la végétation. Voilà la liste des variables biophysiques que nous produisons. Il y a plus d'une vingtaine de variables biophysiques qui sont produites tous les 10 jours. Donc tous les 10 jours, vous avez cette information sur la végétation, sur l'énergie, sur l'eau et sur la cryosphère. C'est moins important pour l'Afrique, mais voilà toute une série de variables. Ces variables sont disponibles entre 100 mètres et 1 kilomètre de résolution. Et donc voilà la liste des variables de manière un peu plus précise, celles qui sont liées à la végétation, comme le Leaf Area Index, le FEPAR, un indice de végétation classique NDVI. Il y a aussi les surfaces brûlées que nous faisons. Et au niveau de l'eau, mais je reviendrai plus. Voilà une liste d'informations sur l'eau. Ce n'est pas le service marin, mais c'est l'eau interne. Donc, c'est toutes les surfaces d'eau interne, c'est-à-dire tous les lacs, tous les réservoirs. Donc, en complément du service marin, nous suivons donc les surfaces
au terrestre, on dire. Et puis il y a toute une série de variables sur l'énergie, dont cette année nous avons lancé avec la FAO, en collaboration avec la FAO, l'évapotranspiration. Donc c'est un produit qui va être dans notre catalogue cette année. Alors voilà, le champ d'application, bien sûr, l'agriculture, c'est un champ d'application très important. Le suivi des événements extrêmes, comme les sécheresses, comme les, 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 les chaleurs, oui, les chaleurs, l'hydrologie aussi, le suivi des rivières et des lacs et réservoirs. Alors voilà quelques applications. Cette diapo est un peu ancienne. Je ne sais pas si ça n'a pas été remis à jour précédemment. Par exemple, le centre de suivi écologique qui utilisait le FEPAR pour le suivi de la biomasse dans les zones agricoles, pour le bétail, des sociétés privées qui font le suivi du début de saison agricole, une organisation non gouvernementale qui regarde la disponibilité en eau pour le bétail, pour informer le bétail. Donc voilà quelques types d'applications. Ici, vous avez l'INRA au Maroc qui utilise le LEA et fait par NDVI pour le suivi aussi des zones pastorales, le VCI qui est utilisé au Botswana pour la prédiction des rendements en maïs. Donc voilà une série d'applications. Elles sont un peu âgées. Ici, deux types d'observations aussi pour le suivi agricole. Par exemple, on peut travailler simplement avec des anomalies d'indices de végétation, l'application en Turquie pour savoir exactement s'il y a des problèmes dans le développement de la végétation et dans le développement agricole, mais aussi on peut intégrer les produits comme NDVI, LEA et FEPAR dans des modèles de croissance de culture. Et ça, c'est des modèles beaucoup plus spécifiques qui nous permettent de faire des évaluations de production agricole et des estimations de production agricole durant la saison et des prédictions. Donc ça, c'est très important. Un autre exemple, mais c'est un exemple assez ancien, l'utilisation du VCI pour faire une déclaration officielle de sécheresse. Et ces déclarations officielles de sécheresse permettent de demander de l'aide à l'échelle internationale. Et donc, ces données satellitaires permettent de soutenir cette demande d'aide à l'international. Encore un exemple de cette action contre la faim, qui est une organisation non gouvernementale qui utilise nos données de production de biomasse, euh, de productivité de matières sèches, pour informer les pastoralistes des zones où il est possible d'aller avec son bétail avoir une biomasse suffisante. Un autre produit, la surface, l'humidité de surface, utilisée aussi dans le cadre. Donc, c'est des produits que nous délivrons tous les 10 jours. Donc, ces produits peuvent être mis dans les systèmes de suivi agricole pour faire des prédictions agricoles. Voilà, donc ici, voilà une série de bulletins, de bulletins agricoles qui incorporent nos données. Nous avons nos collègues chinois qui incorporent nos données dans leurs programmes et dans leurs bulletins mondiaux, la FAO, le PAM, le JRC aussi qui fait des produits, qui fait des bulletins agricoles sur l'Europe, mais aussi sur certains pays africains comme l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan. Dans le passé, je ne sais pas s'ils ont encore continué ces activités. Donc, toutes nos données sont incorporées dans un certain nombre de bulletins production agricole et d'estimation agricole. Un autre produit, qui est utilisé par le Locust Hub, c'est le Greenness Index. C'est un indice de végétation qui permet de voir l'émergence possible des locustes, et ça c'est très important pour la FAO. Euh, et donc la FAO peut avoir des mesures d'urgence en cas d'observation de cet indice d'émergence de végétation et de locustes en Afrique sahélienne, mais aussi du côté en Arabie et parfois en Inde. Une autre série d'informations que nous produisions, c'est sur les zones humides et les lacs internes. Euh,
donc nous suivons, il y a toute une série d'informations. Nous suivons la surface, la température de surface, la turbidité. Cette année, la chlorophylle A qui est suivie aussi. Et puis aussi, nous suivons le niveau des rivières et des lacs. Donc, et voilà des applications. Ici, c'est sur le lac Turkana, à la demande de parlementaires kényans. L'Éthiopie avait créé un- un- une dame, comment dirais-je, un barrage sur la rivière Omo, et donc ça a une influence sur le lac Turkana et les autorités kenyanes nous ont demandé un suivi de la qualité des eaux sur le lac Turkana, et ce sont des informations qu'on a pu leur fournir de cette évolution de la qualité des eaux sur le lac Turkana en raison de ce barrage. Et aussi, à droite, vous voyez des inondations sur le lac, aux abords du lac Tanganyika. Et donc, c'est suivi aussi. La hauteur d'eau est une information qui est produite et qui permet de voir l'impact de ces inondations. Voilà de nouveau le lac Turkana, donc ça je passe rapidement. Voilà les hauteurs d'eau en Afrique centrale, c'est utilisé par la CICOS pour la navigation, et je pense que ici ça a été mis en place sur la rivière Ubangi, pas encore sur la rivière Congo, Zaïre Congo. Donc cette information est fournie pour faciliter la navigation et pour autoriser cette navigation qui est très importante vu que des informations au sol qui sont parfois pas toujours complètes. Donc le satellite vient en appui à cette navigation avec ces hauteurs d'eau. Une autre activité qui ne fait pas partie des variables biophysiques que nous produisons, c'est cette cartographie à l'échelle mondiale. Depuis 2015, nous produisons plus d'une vingtaine de classes d'occupation du sol à une échelle à 200 mètres de résolution. Maintenant, nous sommes passés avec Sentinel-2 à 10 mètres de résolution. Ça, c'est pour l'année prochaine. Donc, c'est une cartographie globale à 10 mètres de résolution avec plus de 20 classes d'occupation du sol, avec une attention spécifique à la forêt tropicale et les changements la dégradation et la déforestation en zone tropicale. Et ça, c'est en appui à l'Observatoire des forêts globales qui est développé par le Centre commun de recherche pour le règlement sur la déforestation. Ces données d'occupation du sol sont utilisées par la FAO dans le cadre du programme Vapor qui étudie la productivité et l'irrigation, et donc pour définir les zones irriguées. Donc ces données euh, sont vérifiées par la FAO et inclus dans leur modèle. Euh, alors, je vous disais qu'on allait, donc ça, c'était des produits globaux. Ici, nous étudions aussi plus spécifiquement des zones d'intérêt. Et dans ce cadre, donc de ces hotspots où nous faisons de la cartographie d'occupation du sol à différentes dates, spécifiquement sur les zones protégées en Afrique, à la demande d'une DG de la Commission européenne qui finance des actions de préservation et de développement rural. Et donc, ils nous ont demandé de faire un suivi de zones protégées pour voir la pression sur l'occupation du sol de ces zones protégées. Et donc, nous suivons plus d'une dizaine de zones protégées en Afrique, aussi en Asie et aussi dans les Caraïbes. Donc, ce n'est pas spécifique à l'Afrique, mais il y a une petite concentration sur l'Afrique. Donc voilà le genre de produit que nous développons ici, c'est le Upemba Kundelubu au Congo. Donc c'est une zone où nous suivons la pression sur ces zones de protection de la biodiversité. Un autre exemple, en Tanzanie, avec la construction d'un barrage de nouveau et l'impact sur les zones de biodiversité de ce barrage. Jusqu'à présent, nous faisions ça pour la Commission européenne, pour ses actions de développement rural. Maintenant, nous avons aussi une collaboration avec l'UNESCO, parce que l'UNESCO nous a demandé de faire un suivi de zones qui sont protégées, qui appartiennent au World Heritage de l'UNESCO. Et donc, nous allons effectuer des opérations similaires en collaboration avec l'UNESCO. Alors, les données Sentinelle, la capacité, à la fois la résolution et puis la capacité de révisite des données Sentinelle 2 et Sentinelle 1
nous permettent d'avoir des actions spécifiques sur l'agriculture. Ici, c'est un exemple d'un programme de recherche de l'ESA, Sen4Cap, et ça nous permet de cartographier, je pense que c'est au Burkina Faso et au Mali, non, ça c'est le site est au Mali, ça nous permet de cartographier les cultures avec une qualité assez importante, puisque avec plus de 80% de, de précision. Et donc, mais c'est aussi l'aspect multitemporel de ces analyses, puisque, comme je vous le disais, on a une répétitivité des observations qui est possible tous les 5 jours. Donc voilà, ça nous permet de faire une cartographie des cultures, des différentes cultures, ici coton, maïs, mil et sorgho. Ça nous permet aussi de suivre l'émergence des cultures. Ici, c'est le cas du maïs. Cette émergence de culture est bien entendu très, très importante pour faire une prédiction des rendements en fin de saison, pour savoir les cultures qui ont été plantées les plus jeunes et pour voir si elles arrivent bien à maturité. Et ça, c'est dû à la répétitivité de nos observations des données Sentinelle-2 et Sentinelle-1. Alors, nous avons appliqué, bien sûr, c'était des programmes de recherche que je viens vous présenter, 2 petits programmes de recherche, et nous avons bien sûr appliqué ces méthodologies de manière opérationnelle pour faire la cartographie de certaines zones dans certains pays, au Kenya, en Ouganda, ici, et en Tanzanie, dans le cadre du programme GeoGLAM, en accord avec la FAO, à la demande, et nous produisons donc des statistiques agricoles euh, pour les différentes cultures en appui aux services nationaux. Il y a d'ailleurs eu des opérations de capacity building qui ont été développées dans ce cadre-là également. Comme je vous le disais précédemment, on aura une action bien spécifique sur les forêts tropicales. Voici un exemple, c'est un programme de recherche RED Copernicus. Nous allons cartographier la densité des couvertures arborées et le changement de cette densité de couverture arborée pour voir la déforestation et la dégradation des forêts. Alors, aussi un exemple, les données sont ici à gauche, c'est au Mexique, donc c'est pas clairement en Afrique, mais sur la droite, vous voyez un exemple aussi, non seulement on peut voir la dégradation des forêts, de la densité forestière, mais nous pouvons aussi suivre les routes et l'ouverture de routes pour les concessions forestières. Et donc ça, c'est important, ça nous donne une alerte supplémentaire sur les développements des concessions forestières, qu'elles soient légales ou illégales, hein. Donc ça, ce n'est pas une question que nous abordons, mais nous pouvons donner une information sur le développement de l'exploitation forestière. Ici, c'est au Brésil aussi. Nous avons aussi une variable qui suit l'état des feux. Et donc, nous faisons une liaison entre l'état des feux et les émissions de CO2. C'est lié au service climatique également. Et nous produisons des rapports sur les émissions, le feu, les surfaces brûlées et les émissions de CO2 qui sont liées à ces surfaces brûlées. Un outil, et ça je vais terminer, donc il me reste 2 slides, un outil qui peut être intéressant quand vous faites l'acquisition, vous downloadez des données Sentinelle, du satellite Sentinelle, elles ne représentent pas nécessairement votre zone d'intérêt, donc vous devez faire une composition de plusieurs scènes Sentinelle-2 pour avoir votre zone d'intérêt. De temps en temps, les données sont nuageuses. Ici, nous avons développé un outil qui s'appelle S2GM, qui permet de faire des compositions spatiales et temporelles des données Sentinelle-2. Et vous voyez un exemple sur la droite pour l'Afrique de l'Est. Donc, vous définissez online sur le site Internet, donc vous avez l'adresse en bas, vous définissez votre zone d'intérêt, vous définissez donc spatiale, vous définissez aussi votre zone temporelle, c'est-à-dire votre période d'intérêt, et il vous fait une composition, si possible sans nuage, avec les meilleurs pixels, et ainsi vous pouvez traiter les informations qui correspondent exactement à votre zone d'intérêt et également sans nuage. Et comme précédemment, ce qui a été présenté pour le Marine Service, l'accès à toutes ces données et tous ces produits, c'est facile puisque c'est land.copernicus.eu
Pour Marine, c'était marine.copernicus.eu. Donc voilà. Et je termine là. Merci. Désolé, j'ai peut-être été un peu long.